Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle, Nicolas Bavrez, que vous êtes historien, que vous êtes journaliste, avocat, essayiste, que vous travaillez pour Le Point, entre autres Le Figaro, que vous avez écrit de nombreux essais. Et le dernier en date a pour titre « Démocratie contre empire autoritaire, la liberté est un combat » aux éditions de l'Observatoire. En ouvrant votre livre, j'ai pris plaisir à regarder ailleurs, au-delà de nos frontières. Est-ce que vous ne trouvez pas, Nicolas Bavrez, que notre pays s'enferme sur lui-même ? Alors ça n'est pas le seul, mais c'est vrai que pour la France aujourd'hui, ça présente une forme de pathologie. Je crois qu'à la fois c'est un pays qui est effectivement malheureusement en déclin depuis 4 décennies. Il y a cette avalanche de chocs, et puis il y a des citoyens qui ont l'impression que finalement il n'y a plus vraiment d'issue. Et du coup, c'est vrai que le débat politique se concentre beaucoup sur des aspects de politique intérieure, sur la réforme des retraites, par exemple, qu'il faut faire, mais qui en réalité n'est qu'une demi-réforme. Et c'est vrai qu'on oublie souvent que le monde ne nous attend pas et que le monde est en train de bouger très vite. D'une certaine manière, on en a eu la démonstration avec ce qui est quand même, une fin de non-recevoir assez brutale opposée par Xi Jinping à Emmanuel Macron. Et on a bien vu à cette occasion que finalement, la France pèse aussi de moins en moins dans ce monde. Oui, et d'ailleurs, peut-être qu'Emmanuel Macron a la lucidité de le comprendre en défendant une forme de souveraineté européenne, en pensant que seule l'Europe est au niveau aujourd'hui des enjeux mondiaux et au niveau de ce désordre mondial qui règne aujourd'hui, qui règne et qui s'amplifie, qui s'accélère, désordre mondial. Le 24 février 2022, c'est un basculement, un basculement. Ce qui se passe avec la Chine et Taïwan, c'est un basculement possible. Ce qui se passe ailleurs dans le monde avec des conflits en cours ou des conflits larvés ou des conflits attendus, je pense au Maroc, l'Algérie, je pense à l'embrasement peut-être de l'Afrique du Nord, il y a là un dérèglement mondial qui dépasse mais largement nos frontières. Bien sûr, je crois que cette année 2022, elle restera une année historique, c'est vraiment une année de basculement du monde, même si la plupart des grandes forces étaient déjà présentes. Mais c'est vraiment l'ouverture de la grande confrontation entre les empires autoritaires et les démocraties. Et on attendait à ce que ça s'ouvre, cette confrontation en Asie et à Taïwan. Et ça s'est ouvert sur le continent européen, avec une guerre de haute intensité d'une violence rare en Ukraine, mais aussi, on l'oublie toujours, une guerre hybride qui est menée contre l'Europe, avec le gaz, avec l'alimentation, avec l'inflation, avec la manipulation des flux de migrants, avec la désinformation, avec les cyberattaques, avec le financement d'un certain nombre de partis extrémistes. Ces régimes autoritaires, je pense à la Russie, je pense à la Chine et à d'autres, ces régimes autoritaires ne profitent-ils pas des faiblesses des démocraties, de nos démocraties occidentales ? Bien sûr, c'est le point. Même si notre monde est très différent, mais c'est le point de comparaison avec les années 30. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les démocraties, elles sont bien prises en étau entre les menaces extérieures, les empires autoritaires. Mais il ne faut pas oublier, pour l'Europe, le djihadisme, qui est aussi bien présent, même si on a tendance à l'oublier, mais alors que le djihad progresse notamment énormément en Afrique. Et puis, il y a la crise des démocraties, qui est devenue une crise, là aussi, ouverte depuis 2008. Je parlais des faiblesses des démocraties en pensant à l'Allemagne, qui s'est retrouvée dépendante du gaz russe, par exemple. Oui, mais au-delà de l'Allemagne, c'est toute l'Europe qui est dépendante. Toute l'Europe est dépendante. On était dépendant du gaz russe, on a indexé le marché de l'électricité sur le gaz russe, qui était absurde, mais on dépend aussi de la Chine pour les biens essentiels, on dépend des États-Unis pour la technologie, pour une partie de l'alimentation, et puis maintenant, on dépend aussi des États-Unis pour le gaz. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une urgence à construire une Europe plus forte, plus puissante, à la fois sur le terrain économique et militaire ? Absolument, c'est-à-dire que ce thème de la souveraineté européenne, je pense qu'il est important. Ça ne veut pas du tout dire que nos nations ne sont plus souveraines, mais que l'Europe est un bon niveau de réponse dans un monde qui est en train de se fragmenter en blocs. Et donc finalement,
on a le choix, soit entre devenir un protectorat des États-Unis, soit essayer de construire une Europe puissance. C'est compliqué parce que l'Europe, elle a été fondée sur le droit et le marché. Les souverainistes disent, à raison ou à tort, je ne vais pas porter de jugement, mais je vous pose la question, disent que seule la France peut s'en sortir à l'intérieur de ses frontières. C'est impossible aujourd'hui parce que le monde n'est plus mondialisé comme il était à une époque sur le terrain économique et même sur le terrain géopolitique. Il n'est plus mondialisé comme à une époque. Aujourd'hui, il est beaucoup plus fragmenté. Le monde est effectivement fragmenté, la mondialisation ça a éclaté, mais je crois qu'il y a une erreur qui est d'opposer systématiquement souveraineté nationale et souveraineté européenne. Prenons un exemple, par exemple sur ce qui s'est passé en Chine avec le duo Emmanuel Macron et Madame von der Leyen. Et à mon avis, ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas été joué comme ça l'aurait été. Mais il n'aurait pas dû Emmanuel Macron l'emmener dans son avion. Surtout ça a été, je pense que la répartition des rôles n'était pas la bonne. Pourquoi ? Parce que, par exemple, Emmanuel Macron est légitime pour parler de nucléaire avec Xi Jinping. La France est une puissance nucléaire. La Russie est en train d'exporter des armes nucléaires vers la Biélorussie. C'est une forme de prolifération. Que ce soit pour la France ou pour la Chine, c'est une décision qui pose des problèmes. Et là, le dialogue, pour le coup, le dialogue est entre puissances nucléaires. À l'inverse, quand on parle d'économie, c'est vrai que aujourd'hui, la France, elle est complètement dépendante de la Chine. Nous n'avons pas de vrai levier. En fait, nos importations sont passées de 30 à 54 milliards. Donc, en réalité, on dépend de la Chine. On n'a pas de levier. En revanche, l'Union européenne, elle a un levier. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en Chine, comme Xi Jinping a cassé la croissance intérieure, il a cassé le marché domestique entre le krach immobilier, les problèmes de dette et la défiance intérieure maintenant à la suite de l'épidémie de Covid. En réalité, si Xi Jinping veut relancer la croissance de la Chine, il ne peut le faire qu'à travers les exportations. Et États-Unis plus Europe, c'est 750 milliards d'excédents pour la Chine. Et là, l'Union européenne, en tant qu'union, avec un grand marché de 450 millions de consommateurs solvables et avec un fort pouvoir d'achat, là, on a vraiment... Là, c'est une grosse puissance. Là, on a un levier. Un gros levier. Malheureusement, nos démocraties, notamment les démocraties européennes, sont minées par des dérives internes. Vous le dites dans votre livre, des passions collectives, du complotisme, des désengagements, un individualisme radical, une incapacité à conduire des compromis, une accélération des inégalités, une dissolution du sens de l'intérêt général. C'est ce que vous écrivez. Oui, on le voit. Alors là, on le voit aux États-Unis qui sont en quasi-guerre civile. On le voit dans beaucoup de nos pays. Et si vous voulez, c'est pour ça que, parce qu'il y a cette tenaille, il faut qu'on arrive à se battre sur les deux fronts. D'un côté, il faut mettre en place une stratégie pour endiguer ces empires autoritaires, mais il faut aussi arriver à traiter la crise intérieure, parce que les empires autoritaires eux-mêmes jouent évidemment sur nos faiblesses. Absolument. Donc, ils utilisent les divisions entre les démocraties et ils utilisent aussi le fait que cette communauté des citoyens éclate et qu'au sein même des démocraties, on a de plus en plus de violence, de moins en moins de paix civile et de moins en moins de capacité à conduire des stratégies long terme. Jusqu'à maintenant, nous avons vécu avec la liberté américaine, une liberté américaine contestable, compte tenu des interventions américaines un peu partout dans le monde, pas toujours, mais souvent très malheureuses et très dommageables. Et il faudrait que nous construisions notre liberté européenne. Vous dites la liberté est un combat. Bien sûr, hein. Il faut réarmer l'Europe, mais pas seulement militairement, économiquement, politiquement, intellectuellement, moralement. Ce qui s'est passé, pour l'Europe, c'est un traumatisme épouvantable, mais c'est aussi un traumatisme moral. C'est-à-dire que l'Europe s'est reconstruite autour du droit et du marché qui ont fait la réconciliation franco-allemande. Là où on s'est complètement trompé, c'est qu'on a cru qu'avec cette espèce de politique mercantiliste, avec la complaisance pour les autocrates, avec le fait qu'on corrompait des oligarques autour d'eux, qu'avec ça, on allait acheter la paix vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Et ça ne marche pas. Donc, et si vous voulez, c'était même pas une liberté américaine.
Chine, c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que on a vraiment cru que la paix était perpétuelle. Oui. Donc on a désarmé. Qu'on était perpétuellement protégé. Mais y compris, effectivement, d'une certaine manière, le président de la République l'avait dit. C'est-à-dire que même l'OTAN continuait à fonctionner, mais un peu comme un fantôme. Donc là où on a quand même, et c'est peut-être le signal d'espoir de cette année 2022, qui est une année sanglante et tragique, mais c'est qu'on a quand même aussi deux événements importants. D'abord, on voit que les régimes autoritaires ne sont pas infaillibles. La Russie s'est mise en très très grande difficulté, s'est enfermée dans une impasse terrible. La Chine a des problèmes démographiques, économiques. En Iran, c'est la révolte de la société des femmes contre le régime. La Turquie d'Erdogan, après le séisme, on voit que l'État AKP, c'est quand même un système de corruption, d'inefficacité généralisée. Puis de l'autre côté, il y a quand même eu un sursaut dans les démocraties. Et finalement, je reprends votre idée de liberté, on a vraiment considéré la liberté comme une rente. Et on est en train de redécouvrir que c'est un combat. Pourquoi un peu persuadé, on est un peu prétentieux peut-être, persuadé de notre supériorité, persuadé de notre supériorité technologique, de notre supériorité militaire, de notre supériorité intellectuelle aussi. Oui, il y a eu cette espèce de moment de démesure après l'effondrement de l'Union soviétique. On a cru qu'on avait gagné cette guerre. En revanche, la chute du mur de Berlin, on n'a pas su vivre après la chute du mur de Berlin. C'est les Soviétiques qui l'ont perdu. La décomposition, elle a été une décomposition intérieure de l'Empire soviétique, qui était d'ailleurs, mais pour le coup, la poursuite d'une politique très intelligente qui avait été conçue par Kennan en 1946, une politique où à la fois on endiguait, on refusait l'escalade militaire, on entretenait le dialogue avec la société civile en espérant que finalement ça se retourne, ce qui s'est fait. Mais ensuite, ces démocraties n'ayant plus d'ennemis ont complètement perdu la tête. Donc on a perdu l'ordre mondial à partir de 2001. On a perdu le contrôle du capitalisme en 2008. On a perdu le contrôle de la santé publique avec la pandémie de Covid. Et puis tout d'un coup, on a réalisé qu'on avait de nouveau de vrais ennemis, avec des gens qui nous désignent comme ennemis, qui désignent l'Occident et la démocratie comme des réalités politiques qu'ils souhaitent abattre, et qui proposent des modèles alternatifs. Parce que ce qu'il faut voir, c'est la différence aussi, c'est que là, le Sud est maintenant très très important. Quand on regarde les pays qui se sont abstenus à l'ONU, ou qui ont refusé donc de condamner la Russie, certes, ça fait une quarantaine de pays, mais ils représentent le tiers du PIB mondial et ils représentent 52% de la population mondiale. C'est vrai. C'est vrai. Donc un nouvel ordre mondial qui est en train de se construire. Absolument. À nos dépens. Un ordre qui est fragmenté, qui est violent. Et vous l'avez rappelé, avec quand même une libération de la violence qui est très inquiétante, parce que c'est vrai qu'on a évidemment l'Ukraine, évidemment les tensions sur Taïwan, mais tout le Caucase est quand même au Moyen-Orient. Peut-être est-ce que la réconciliation Arabie Saoudite-Iran, c'est très révélateur que ce soit parrainé par la Chine. Donc peut-être que la guerre du Yémen va réussir à s'apaiser, mais en Afrique, on a aussi des zones de guerre. Donc cette conflictualité, on voit qu'elle est en train d'exploser un peu partout dans le monde. Nicolas Bavrez évoquait un paramètre important, c'est la future élection présidentielle américaine. Imaginons le retour de Trump au pouvoir, il y aura de nouveau un retour de l'isolationnisme américain qui va nous donner encore plus de responsabilités. C'est l'autre grande raison pour laquelle il faut construire une Europe puissance. C'est que ce pari de s'en remettre aux États-Unis, l'Amérique n'est plus celle de 1945. Elle est à la fois fragile elle-même, et on l'a vu avec Trump, elle peut, puisque Trump a été à deux doigts, j'allais dire, de retirer les États-Unis de l'OTAN. Et il n'y aura certainement pas, si ça n'est pas Trump, si c'est un républicain trumpiste, il n'y aura certainement pas le même soutien à l'Europe ou à l'Ukraine. Et puis par ailleurs, on sait que la priorité stratégique des États-Unis, c'est la Chine. Et donc, d'une certaine manière, l'Ukraine est aussi... S'il y a un engagement aussi ferme des États-Unis en Ukraine, c'est que c'est aussi un moyen de passer des messages à la Chine. Donc vous dites, si j'ai bien compris, il faut se mobiliser, quoi. Il faut absolument se mobiliser. Il faut que nous retrouvions finalement les choses de bon sens. C'est-à-dire,
l'idée que la liberté, elle est jamais donnée, elle est jamais acquise, elle est construite à l'intérieur parce que on ne naît pas citoyen d'une démocratie, on le devient par l'éducation, par la responsabilité. Et puis à l'extérieur, les démocraties n'ont rien d'immortel. L'histoire est jonchée de démocraties qui ont disparu, soit par la démagogie à l'intérieur, soit par les menaces extérieures. Donc il faut effectivement se réarmer pas seulement militairement, mais intellectuellement et moralement. Merci Nicolas Bavrez. Démocratie contre empire autoritaire, la liberté est un combat, aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu nous voir infiniment. sur Sud Radio ce matin. Et c'était passionnant. 12h26, André Berkoff.